Moi, par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Un peu d'humour avec les Tintins que nous retrouvons. Bonjour Valentin Chameur, bonjour Corentin Périni. Bonjour Clémence. Ah c'est bien, j'aime bien comme ma classe est C'est disciplinée. beaucoup mieux que Castelnau-Langlois. Il était ridicule ce matin, ils ont fait ça. C'était complètement en décalage. Ah ouais, on aurait dit un concert de musique contemporaine. C'était n'importe quoi. Allez, on commence cette revue de presse des Tintins avec les meilleures nouvelles de la semaine dans ce beau, ce magnifique, ce splendide pays de France. Alors évidemment, on va parler du décès encore de Jean-Marie Le Pen. Dans cette chronique, là encore, les médias se sont déchaînés, d'autres l'ont même célébré. Alors on va voir ça ensemble, on en a parlé déjà avec Didier Mastot. Mais je voulais revenir sur une séquence de Jean-Marie Le Pen que je ne connaissais pas, dans laquelle il critique les évêques de France. Alors il faut savoir que Jean-Marie Le Pen avait une relation un peu particulière avec la religion. Sa mère était une bretonne très pieuse, mais ce qu'il a coupé avec l'église catholique, c'est un sale coup qu'il a reçu d'un père jésuite lorsqu'il était adolescent. Alors il était orphelin de père, on le savait, hein, il était en pension dans un institut jésuite. C'est un élève perturbateur, Jean-Marie Le Pen, comme on peut l'imaginer. Et un jour, un prêtre jésuite lui dit: ta mère est décédée, il faut que tu rentres chez toi. Alors le Jean-Marie Le Pen, adolescent, rentre chez lui à vélo. Le trajet prend plusieurs heures. À ce moment-là, il est persuadé qu'il est désormais orphelin et seul, car il n'a ni frère ni sœur. Et en arrivant chez lui, il découvre sa mère vivante. Il apprend alors que l'école lui avait menti pour qu'il parte du pensionnat. Alors ça peut expliquer une certaine distance avec l'Église. Plus tard, un certain nombre d'évêques de gauche seront très critiques de la politique de Jean-Marie Le Pen. Et il leur a fait comprendre que lui aussi était très critique vis-à-vis d'eux. À gauche du Parti radical, du Grand Orient et de la Ligue des droits de l'homme, je vois quelques évêques. Ils sont en civil pourtant. C'est à ça que je les reconnais d'ailleurs. Ils ont le col roulé, n'est-ce pas? Alors eux, c'est le tir de barrage. Ils attaquent des évêques de gauche et d'extrême gauche. C'est quand même rare. C'est à ma connaissance la première fois qu'ils montent au filet sur le plan politique. On les a pas entendus parler du goulag. On les a pas entendus condamner le génocide communiste en Afghanistan ni au Cambodge. Et si vous vous mêliez de ce qui vous regarde, c'est-à-dire de ce qui touche à Dieu, au spirituel, à l'Église, et si vous laissiez à gros gens que nous sommes le soin de nous occuper de la politique qui ne vous regarde pas plus que les autres, vous n'avez pas plus d'autorité dans ce domaine que le dernier des citoyens et vous abusez de votre fonction en lançant l'anathème que vous lancez. Voilà, c'était Jean-Marie Le Pen avec des évêques progressistes rhabillés pour l'hiver. Ah ça c'est clair. Alors, est-ce que vous saviez, Clémence, que nous vivions depuis peu dans une nouvelle dimension ? Non. Ah bah, ne me dis pas de non comme bêtement, comme ça, c'est très sérieux. Le métavers, c'est ça, le métavers. Je vous parle pas de la mort de Jean-Marie Le Pen, de quelque chose de plus important encore. Je vous propose d'écouter un extrait d'une intervention de Daniel Cohn-Bendit, le pédophile Cohn-Bendit. Pardon, j'ai une lepénite aiguë depuis hier, ça attaque un peu la gorge. Allez, on écoute. Je crois que la situation de Mayotte est exceptionnelle, oui, et qu'il ne faut pas discuter le problème du droit du sol et le problème idéologiquement. Il faut voir Mayotte. C'est pas la France. C'est pas, je veux dire, c'est ça qu'il faut pas confondre. Si on discute des problèmes de Mayotte, je suis tout à fait d'accord qu'il faut freiner et rendre impossible cette immigration qui est là vraiment, si vous voulez, un grand bouleversement, un grand remplacement de la population. C'est une vérité. C'est une vérité. Voilà, donc là on est en plein multiverse, on ne sait plus trop où on est. Bah oui, alors déjà, Mayotte c'est pas la France, donc les Mahorais apprécieront, hein, ils ont voté 3 fois pour rester français. Et puis le mot interdit, le grand remplacement, hein, Jean-Marie Le Pen aura donc vécu tout juste assez longtemps pour voir l'un de ses plus farouches adversaires se rallier à l'un de ses thèmes fétiches. Alors pour le moment, notre Dany Le Rouge antinational ne voit qu'un grand remplacement à Mayotte, mais je suis sûr que s'il se concentre un tout petit peu plus, il peut en voir un autre un peu plus proche de lui.
Non, mais Jean-Marie Le Pen a pu partir. Je pense qu'il a vu ça. Il a dit quand on a vu ça, on peut partir, on peut mourir tranquille. Alors, vous savez que Jean-Marie Le Pen avait des talents d'imitation. Regardez, il essaye d'imiter. Merci Clément. Il essaye d'imiter Valéry Giscard d'Estaing. Monsieur Giscard d'Estaing, certes. Jean-Marie Le Pen mène depuis si longtemps, comme si j'avais 90 ans, un combat courageux et que nous respectons, mais hélas, sans aucune chance. Voilà, ça c'était Jean-Marie Le Pen qui imite Valéry Giscard d'Estaing, mais surtout, moi je voulais vous parler de son œil de verre, parce que, alors au début il avait un cache-œil, comme vous l'avez vu. Comme un pirate. Comme un pirate. C'est Père Castor ce matin, Corentin, en fait, vous racontez des histoires. Je fais un peu des petites anecdotes sur Jean-Marie Le Pen, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Alors il faisait un peu méchant dans James Bond, vous l'avez vu, l'équipe com du RN, c'était pas la même que maintenant. Et puis il a décidé de mettre un œil de verre, donc plus discret. Alors mais savez-vous comment Jean-Marie Le Pen a perdu son œil ? Il y a plusieurs versions. Alors, il y a plusieurs versions. On dit que c'était pendant la guerre d'Algérie, mais c'était pas la guerre. Et ce n'est pas non plus lors d'une altercation entre militants, avec des militants communistes ou pas. Alors, c'était en 1958. C'était en Bretagne. C'était lors d'un mariage. Et il devait installer un chapiteau pour le mariage. Et en installant le chapiteau, il y a une corde qui s'est détachée. Et il y a un piquet donc, qui est venu percuter son œil. Et donc, voilà, au début, après, ça a diminué évidemment la capacité de son œil, et puis il l'a définitivement perdu, et il aurait affirmé sur cette petite histoire j'ai peut-être perdu mon œil, mais j'ai gardé ma vision. Wow. C'est beau. Hein. C'est beau. Le concours d'imitation avec Jean-Marie Le Pen, il est audacieux. Allez, on continue cette belle semaine avec un retour en politique que beaucoup de Français attendaient, c'est Elisabeth Borne. Voilà, notre cher algorithme républicain, notre nommée ministre de l'Éducation nationale par François Bayrou. Alors, elle avait déjà commencé son mandat en fanfare avec son déplacement à Mayotte, où elle avait tourné le dos à 2 professeurs en détresse. Ensuite, elle a eu ces mots vraiment très probants pour le corps enseignant. Je ne suis pas spécialiste des questions de l'éducation nationale. Ça devient une mode, puisque Anne Gentès, son prédécesseur, avait dit à peu près la même chose. Mais heureusement, elle est venue s'en expliquer face à Benjamin Duhamel, et ça a rassuré tout le monde. Écoutez. Vous avez reconnu que vous n'étiez pas, je cite, spécialiste des sujets liés à l'éducation. Ça tombe mal quand on est ministre de l'Éducation nationale, non ? Je ne crois pas qu'on attende d'un ministre qui soit un spécialiste de ces sujets. Ou alors on peut repasser en revue des CV de tous. Ah, mais c'est ça le truc en fait. C'est que nous on est cons, on élit des gens, enfin on les élit même plus, mais on regarde Macron s'amuser avec ses copains, on les écoute et on se dit mais il comprend rien à ce qu'il raconte l'autre. Et en fait c'est exprès, ça s'appelle la démocratie. Voilà. 8 ans de macronisme pour en arriver à cet aveu, ça valait le coup. Alors il y a eu beaucoup d'extraits de Jean-Marie Le Pen. Moi je suis très sur Jean-Marie Le Pen qui ont tourné. Je vous sens sur un sujet aujourd'hui. Mais il y a un extrait qu'on n'a pas entendu que j'aime beaucoup, il parle de Jean-Luc Mélenchon. Alors c'est début des années 2010. Alors il faut savoir que Jean-Luc Mélenchon rêvait d'être le principal opposant de Marine Le Pen à l'époque, et Jean-Marie Le Pen avait proposé un débat avec Jean-Luc Mélenchon avec une technique de débat bien à lui. Moi j'offre un débat à monsieur Mélenchon. Là, et je vais lui retirer son caleçon. et je vais montrer ce qu'il est, le candidat des communistes qui ont du sang sur les mains jusqu'au coude. Voilà ce qu'est M. Mélenchon, qui entre-temps a été pendant 30 ans un gros sénateur dont on n'a jamais entendu parler d'ailleurs. Voilà, c'est un petit sur extrait. Le gros sénateur. Exactement. Et puis sur les communistes, et puis sur le caleçon. Alors le caleçon, voilà, on n'a jamais vu ce débat, un débat qui s'annonçait d'un autre temps quand même. Dommage. Eh oui, dommage. Allez, on finit avec la séquence émotion de cette semaine. Brigitte Macron, notre première dame adorée, était hier au journal de 13h de TF1 pour lancer l'opération Pièce jaune. Elle en a profité pour glisser un mot sur son mari, légèrement sous pression en ce moment. Préparez vos mouchoirs, ça donne les larmes aux yeux. Et est-ce qu'il a changé ? Changé ? Non, il est... Disons que parfois ce qu'il entend, ça le meurtrit. C'est très difficile, mais il ne le dit pas. Il garde pour lui. Avant, il parlait beaucoup plus facilement. Maintenant, il ne le dit pas. Et ça, je comprends, parce que s'il y a une chose qu'Emmanuel mérite, c'est le respect. Bon, on a clairement l'impression qu'elle parle de son gamin en crise d'ado. Vous savez, ces mères castratrices qui, aux réunions parents-prof, essayent de justifier à la prof de maths pourquoi leur fils de 17 ans fait des boulettes avec ses crottes de nez et les balance sur la voisine de devant. J'ai pas connu ça. C'est pas du vécu, non, mais c'est une histoire. Alors, j'ai quand même un regret sur cette séquence, parce que la question que pose la journaliste, c'est est-ce qu'il a changé ? Et moi, j'aurais bien aimé qu'on pose cette même question à d'autres personnes sur le plateau. Par exemple, Brigitte, par exemple. Est-ce que vous, Brigitte, vous avez changé au niveau de tout ce qui est châssis, suspension, tout ça ? Bon, visiblement, j'aurais pas ma réponse aujourd'hui.
ferait une autre interview. Il faudra interviewer Emmanuel Macron. Voilà. Sur... On va Est-ce que Brigitte s'arrêter a là. changé Merci beaucoup, cher Tintin, pour ces brèves. Et sans plus attendre, on continue avec les rendez-vous tant attendus par les auditeurs. Les champions de la semaine, c'est le moment d'aller voter, de vous préparer à voter. Parce que vous le savez, chaque jeudi, Corentin et Valentin défendent leur champion. Et c'est à vous, donc, de voter pour votre champion préféré. Cette semaine, alors, mort de Jean-Marie Le Pen oblige, c'est un duel un peu spécial auquel vont se livrer nos Tintins qui a été le meilleur antifasciste de ces 2 derniers jours. Et sans plus attendre, Corentin, on commence par vous. Alors moi, mon champion de la semaine sont des champions. Champions dans l'outrance, dans la stupidité, même dans la récupération politique. Alors certaines personnes se sont retrouvées, on l'a dit, place de la République, pour sabrer le champagne et fêter le décès de Jean-Marie Le Pen. Donc aucun respect pour sa famille, aucun respect pour ses proches. Non, le diable de la République est mort. Dansons sur son cadavre, regardez. Voilà, on est vraiment à la place de la République. D'ailleurs, la mort de Jean-Marie Le Pen a énormément changé les choses en Algérie. Voilà, exactement. Apparemment, c'est un lien direct. Et il y a même eu un feu d'artifice qui a été lancé. On va regarder. Voilà, donc on a eu des militants assez proches, il faut le dire, de la mouvance LFI. Vous pensez Ah oui, on va pas se le cacher. Il y avait un des journalistes de Mediapart qui était filmé en train d'ouvrir une bouteille de champagne, filmé par d'autres journalistes qui disaient qu'il y avait du monde sur la place. C'était assez amusant. C'est un petit microcosme. Alors pour eux, la mort de Jean-Marie Le Pen n'est pas suffisant. Ils doivent tous y passer. Et je vais vous montrer donc une photo. Voilà, une photo qui a été au suivant avec la tête de Jean-Marie Le Pen, la tête de Marine Le Pen, puis de Jordan Bardella. Donc ils doivent tous mourir. Hein, heureusement, c'est mal dessiné, donc on les reconnaît pas. Voilà. C'est ce que j'allais dire, Jean-Marie. Franchement, on dirait pas Jean-Marie. Ils n'ont pas de talent. Donc c'est peut-être ça qui les a sauvés. Parce que pour n'importe quel groupe politique, si vous aviez eu cette affiche, on aurait eu une polémique nationale. Là, apparemment, ça ne dérange personne et ça ne dérange encore moins Mathilde Panot qui s'est exprimé sur le sujet au micro de RTL. Écoutez. Je vous pose cette question de manière un peu provocante parce qu'il y a eu des rassemblements festifs. On a vu des gens boire du champagne à Paris, à Lille, à Strasbourg, à Marseille, à Nantes, à Lyon, à Toulouse. Est-ce que ça vous choque ? Non, ça ne me choque pas et je trouve que ceux qui sont choqués par ce qui s'est passé hier, d'une jeunesse qui continue d'emmerder le Front National, sont Charlie le matin dans un esprit Charlie et puis le soir sont choqués que des gens puissent faire une blague ou des rassemblements symboliques sur la mort d'un dirigeant d'extrême droite. Voilà, c'est l'esprit Charlie. Donc apparemment, ça justifie tout, l'esprit Charlie. On se moque de tout, on tente tout en dérision. Il n'y a plus de sacré, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Vous le savez mieux que quiconque. Donc, mes champions de la semaine sont des gens qui dansent sur un canapé. Communication d'ailleurs assez désastreuse, figurez-vous, parce que ça choque même les plus farouches opposants de Jean-Marie Le Pen, lui donnant même un petit peu d'affection avant de partir. Bref, on n'a pas toujours les ennemis qu'on mérite. Alors, merci beaucoup Corentin pour ces champions. Et chers auditeurs, si vous avez été convaincus, c'est pas encore le moment de voter puisqu'il faut d'abord donner la parole à Valentin. Ah oui, alors moi je voulais revenir sur l'âpre concours auquel se sont livrés nos amis des médias subventionnés pour illustrer la mort de Jean-Marie Le Pen. Alors on va y aller crescendo, on va faire une petite revue de presse. On commence par Le Figaro, donc fidèle à lui-même, Le Figaro. Voilà, Jean-Marie Le Pen, la politique, le scandale, l'histoire. Donc bien sobre, bien descriptif, bien chiant en fait. Réussir à rendre ennuyant quelqu'un comme tonton Jean-Masse, il faut quand même y aller. Allez, on fait un détour par la presse locale, Ouest France. Alors Ouest France, c'est rigolo parce qu'ils se sont dit, bon, Ouest France dit Bretagne, et donc ils n'ont pas voulu trop l'insulter parce que ça reste un enfant du pays. Donc une belle photo, patriarche d'extrême droite, ça reste un petit peu stylé. Voilà, donc c'était pour la mise en bouche. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. J'appelle à la barre La Voix du Nord. La Voix du Nord, donc quotidien de gauche régional, là, on monte un peu en gamme. Fondateur du FN et homme d'outrance, Jean-Marie Le Pen est mort avec le doigt bien tendu, hein, on le voit en dessous. Et puis la une consacrée à Charlie, à la liberté d'expression. Alors bien sûr, ceux qui voient une contradiction entre les deux font du mauvais esprit. Sans transition, alors là on monte en gamme vraiment, l'humanité. Alors l'humanité, donc il n'y a plus de photo de Jean-Marie, là c'est le couteau. Ah oui. Donc son couteau du premier régiment étranger de parachutistes quand il était en Algérie. Voilà. L'humanité qui a décidément mal digéré la claque historique que Jean-Marie Le Pen avait administrée en 1987 au candidat communiste André Lajoigny. Je conseille à tous de revoir ce débat. En plus, ils ont peut-être un peu gros sur la patate. L'humanité d'avoir aussi vu pendant 30 ans leurs anciens lecteurs rejoindre les rangs du FN. Bon, je sais pas, j'ai mis des hypothèses comme ça. La haine était son métier. Le fondateur du Front National est mort. Raciste, antisémite, anticommuniste, imaginez le crime. Il a consacré sa vie à la réhabilitation d'une extrême droite disqualifiée pour son collaborationnisme, parce que le PCF n'a jamais collaboré, lui c'est bien connu. Ses idées pestilentielles lui survivent, le tout avec un très beau couteau militaire. Un côté un peu cuisine d'été, découpe
découpage de légumes frais, enfin on aime bien. Alors on finit avec le grand favori de cette compétition, c'est nos confrères de Libération. Alors pour eux c'est un événement important, parce que c'est le seul moment de l'année où les gens ont une chance de s'intéresser à Libération. Donc il ne fallait pas qu'ils se ratent. Et ils nous ont offert un superbe maréchal, le voilà, avec un magnifique Doberman, sans doute pour rappeler l'ami des animaux que Jean-Marie Le Pen était. Pour ceux qui ne le savent pas, Jean-Marie Le Pen a eu dans sa vie 10 chats et 19 chiens, 2 caniches, un berger allemand, 7 Doberman, 6 lévriers et 2 bâtards. Alors définitivement, Libération a le don de fournir gratuitement des posters collector à plein de fans du menhir. À titre personnel, je trouve que ça a largement sa place dans une chambre d'ado entre un album d'ACDC et une affiche de Schwarzenegger. Donc Libé, merci pour la déco. Et merci beaucoup à vous Valentin. Et chers auditeurs, vous l'avez compris, à vos votes. Et nous, on finit avec une minute de terroir, une minute de bon sens, une minute d'histoire. C'est la minute de la vraie France. Alors moi je clôt le sujet quand même, Jean-Marie. D'accord, oui, c'est important. Le sujet Jean-Marie Le Pen, je voulais vous faire partager avec vous une partie d'un documentaire sur la vie de Jean-Marie Le Pen qui a quand même traversé quasiment un siècle de l'histoire de France et il a connu donc les évolutions de la société et du confort matériel aussi. Regardez. Jean-Marie Le Pen, vous avez des origines paysannes. Ça, faut dire, j'ai de la terre de France à mes godasses, moi, ça, il faut dire la vérité. Oui, ici, c'est le berceau de la famille de ma mère, ça. Ont élevé leurs 7 gosses, 5 garçons et 2 filles, sur 14 hectares de terre, dont 4 de landier. Ça veut dire que c'était pas facile. Hein. Et mon père était patron pêcheur, mon grand-père était aussi pêcheur. Et vous voyez, d'ailleurs, je suis dans ma maison, qui est une maison de marin tout à fait typique de ce pays, où j'ai connu tour à tour les différentes étapes de la civilisation moderne, puisque quand je suis né, le sol était en terre battue. J'ai vu arriver l'électricité, puis la citerne, puis la TSF, et puis ensuite l'eau courante même. Ma mère, comme toutes les femmes du village, était obligée d'aller laver le linge à ce qu'on appelait le douette, c'est le lavoir. Alors, il fallait d'abord le faire bouillir, etc. Puis on allait le laver et le rincer là-bas. Mais avec une brouette, c'était une des tâches ménagères, une des tâches domestiques les plus pénibles. Et le fait d'avoir... Puis un petit peu humiliant aussi, parce qu'on montrait son linge à tout le monde, chacun regardait pour savoir Petit Jean-Marie Le Pen. Quel était le niveau de prospérité de la famille. Voilà, moi je trouve ça toujours assez incroyable de voir des gens qui n'ont pas connu tout ce confort matériel qu'on a aujourd'hui, le lave-vaisselle, le lave-linge, enfin le lave-vaisselle j'en ai pas mais... D'ailleurs dans l'enfance de Jean-Marie Le Pen, quand il était chez ses grands-parents, on nous expliquait que le sol était encore en terre battue. Donc c'est vraiment, on sent qu'on revit vraiment cette France traditionnelle qui finalement ne remonte à pas si loin, mais qu'on a tendance à oublier. Alors moi je voulais finir pour clore le dossier des personnalités malpensantes, c'est un peu la fête des infréquentables aujourd'hui, sur une archive bien pamphlétaire, bien polémique, en somme bien française, d'un certain Marc-Édouard Nab, qui avait renoncé depuis longtemps à la fréquentabilité, mais qui a déjà repéré dans les années 2000 le business de l'anti-lepénisme, et je vous propose de l'écouter. Vous, ordure psychanalytique décortiquant les anathèmes de la bourrique tonitruante de Le Pen. Vous, vieux gauchiste militant pour l'interdiction du Front National au nom de la liberté d'expression. Vous, sainte nitouche démocratique qui pleurnichez sur commande sur le sort des immigrés dont vous n'avez rien à foutre. Vous, athée bébête qui ne respectez une église que lorsque les flics en expulsent des sans-papiers. Vous, porte de l'humanisme, vous n'êtes plus crédible. Vous croyez que mes insultes sont gratuites, mais votre sérieux se paiera cher. Vous êtes abject quand vous cachez votre plaisir manifeste à les ploter ce pénis géant éructant de sophisme. Que vous êtes écœurant d'insincérité à nier que Le Pen est votre idole et que son sex appeal vous plaît 100 fois plus que celui de Brigitte Bardot, la star grille à vie. Le plus beau cul de la galaxie ne vaut pas la gueule de Le Pen pour bien vous faire gicler de vos couillettes républicaines votre petit liquide à peine séminal, stérile mauviette qui ne produirait jamais rien d'autre dans votre vie minable de bandeur monomaniaque que 3 gouttelettes de haine laiteuse envers ce que vous aimez le plus sur cette terre, Jean-Marie Le Pen. Ah, c'est plutôt poétique. Ouais, C'était sur quel plateau ça? Parce que c'est quand même... Je sais pas, mais ça donne envie de regarder la télé des années 80. Il y avait des vrais débats au moins. Oui, il y avait des débats. À mon avis, c'est un peu tard dans la nuit, mais... Peut-être, oui, je pense que ça doit être une reprise de... Je ne sais plus quelle émission de Michel Pollack, là. Oui, c'est ça, apostrophe, il y a véritablement une liberté d'expression. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, je voulais vous poser cette question à tous les deux, parce que beaucoup nous disent ici, d'ailleurs, il y en a qui disent on voit le vrai visage de Toxin. Je voudrais faire d'abord une précision là-dessus.
Le vrai visage, c'est-à-dire J'imagine parce qu'on parle du Front National, Ah, je oui. sais pas, Ah, j'ai pas bien compris le commentaire. Alors, vous expliquez, chers amis, d'abord que Valentin Schirmer et Corentin Perini sont nés trop jeunes pour pouvoir avoir connu le lepénisme, enfin celui de Jean-Marie, le Jean-Marisme. Le Jean-Marisme. Donc déjà, on ne peut pas les accuser de cela. Que de mon côté, l'idée est d'ouvrir vraiment la porte à toute la liberté d'expression. Tout à l'heure, on va recevoir Alain Robert, qui est le véritable fondateur du Front National. Il n'est pas ici question de faire des jugements de morale et de valeur, et ni d'adouber d'ailleurs ce qui a été ses idées politiques, mais bien de nous renseigner tous sur des faits que nous ignorons, enfin en tout cas que la grande partie de la presse d'ailleurs ignore, puisque on le présente toujours, Jean-Marie Le Pen, comme étant le fondateur du Front National. Et pour revenir sur Valentin Schirmer et Corentin Perini, justement, on en parlait un petit peu en coulisses, mais j'aimerais bien que vous nous le racontiez vous-même. En fait, c'est presque, pour vous, c'est presque un personnage de gag ou de sketch plus qu'autre chose, puisque vous n'avez pas vécu tous ces débats en direct. Je commence par vous, Valentin. Ah oui, puis moi je suis né dans une famille qui n'était pas du tout dans le moule de la malpensance comme je peux le devenir aujourd'hui. Donc moi, quand j'ai connu, quand on me parlait de Jean-Marie Le Pen, c'était le diable. Enfin, j'ai connu la diabolisation. Donc et puis en fait, on voit des archives sur Internet, et c'est vrai que les seules choses finalement qu'on peut raconter nous de Jean-Marie Le Pen, c'est je vais te faire courir moi le rouquin, l'histoire de Cohn-Bendit. Et en fait, on n'a pas connu ces dérapages dans les années 80 qui ont pu choquer certaines personnes, quoi. Oui. Donc c'est vrai que nous, et puis en plus, on a tellement vu en fait l'autre versant du miroir qui est de s'interdire de dire tout, et d'un seul coup vous avez une personne qui ose. C'est ça. Bon, évidemment avec ses excès et qu'on reconnaît pleinement. Oui, mais c'est ce qui a permis en fait, au moins de ça. Alors moi je suis pas du tout, je suis vraiment partisan de la liberté d'expression et j'aime beaucoup choquer, donc je trouve ça drôle, et c'est vrai que je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir quelqu'un de libre. Alors peut-être qu'il a pas sa place, enfin en tout cas politiquement on peut se poser la question de est-ce que c'est bien d'en avoir un dans le domaine politique, mais il a au moins il incarne une liberté, et au moins il incarne quelque chose comme un esprit français auquel aujourd'hui plus personne ne peut se raccrocher, parce qu'on n'entend que les mêmes éléments de langage réchauffés sur les plateaux de télé, et c'est vrai que c'est fade, et c'est cette fadeur là qu'on a rejeté nous, et qui nous a amené vers qui nous a fait apprécier dans les archives le personnage de Jean-Marie Le Pen, quoi. Les couleurs en fait qu'il pouvait incarner peut-être, sans, encore une fois je le rappelle, valider ses idées. Pour autant, Corentin. Oui, c'est ça. C'est nous, on l'a découvert en fait sur YouTube avec des best-of où on voit ces différentes, certaines blagues. En fait, il y a une verve aussi, il y a un bon mot qui est intéressant, et puis il y a aussi un côté où, typiquement, j'emmerde les médias, je dis ce que j'ai à dire, je dis ce que je pense, et puis tant pis. Et on a vu aussi toute la manipulation qu'il y a eu, c'est-à-dire le qualifier continuellement d'extrême droite, d'essayer de cacher ses idées. Le cordon sanitaire pour ne pas dire ce qu'il a prophétisé, c'est-à-dire l'immigration massive, l'islamisation de certains quartiers. Il le dit dès les années 80, tout le monde dit c'est d'extrême droite, machin. Maintenant, on a Cohn-Bendit et aujourd'hui, il y a qui Cohn-Bendit qui le dit. Vous avez Julien Drey qui dit la même chose sur CNews. Vous avez quand même beaucoup de gens qui parlent comme Jean-Marie Le Pen dans les années 80. Et qui se sont jamais excusés d'avoir eu tort. Donc aujourd'hui, finalement, le détail, toute l'histoire du détail, toutes les provocations ont bien servi l'antiracisme, qui on peut dire, en fait, vous voyez, si vous critiquez la politique migratoire, ça veut dire que vous êtes un antisémite comme mais Jean-Marie Le Pen. c'est là où justement on peut interroger la stratégie de Jean-Marie Le Pen, mais c'est la question que je poserai à Stéphane Ravier qui est en train de nous rejoindre. Cette stratégie qui a été justement celle de la provocation. Certes avec les bons mots et les mauvais mots qu'on lui connaît, en tout cas le fait de se faire remarquer dans ce combat, mais finalement aussi qui a servi la soupe de ses opposants qui, comme vous le dites, finalement à chaque fois ont profité de cette réduction ad litterum pour pouvoir mettre tout le monde derrière un brancard et face à lui, et ça a été très utile pour l'opposition. Mais je suis pas certain que ce soit une stratégie. Alors je connais pas le personnage, mais de ce qui ressort, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui déteste qu'on lui mette des carcans, qui déteste qu'on lui fasse des leçons de morale, et que donc c'est quelqu'un qui va quand on lui dit vous êtes d'extrême droite, il va redoubler dans la provocation plutôt que de se taire, un petit peu à la manière d'un Dieudonné. C'est pour ça que la question de sa place dans le champ politique, elle peut être questionnable, mais ça n'enlève rien au fait que voilà, je pense pas qu'il y ait vraiment de stratégie derrière
tout ça. Et je pense que c'est quelqu'un qui était d'ailleurs un bon vivant, qu'on voit assez rieur. Ses amis le voient comme quelqu'un de bon vivant, qui avait toujours un bon mot et quelque chose. Et donc, il est resté tel qu'il était en dehors des écrans et devant les écrans. Oui, c'est dérapage entre guillemets, c'est pour faire rire aussi ses copains, les gens, et pour montrer, vous voyez, je suis un véritable insoumis pour le coup face aux médias. Et le problème, c'est qu'il y a des provocations qui payent parce qu'il y a une partie de la population qui sont derrière les provocations en question. C'est ce que fait Trump en fait. Finalement, il a fait un peu du Trump avant Trump, et il y a d'autres provocations en fait qui coûtent parce qu'il y a une majorité de Français qui se retrouvent pas du tout dans ces provocations. Merci à vous tous les deux, Corentin Périgny, Valentin Schirmer. Corentin Périgny, c'est peut-être juste le moment de rappeler que vous avez publié la vidéo sur Tocsin de votre grand reportage avec Roxane Despalingues auprès des agriculteurs. Certains nous demandent où sont les agriculteurs. Eh bien, ils sont là, sur Tocsin, sur YouTube. Voilà. On ne les oublie pas, sachez-le, ça reste notre combat, notre premier combat, défendre ces agriculteurs. Et on a fait donc un très beau reportage auprès d'eux. Ces 3 jours de reportage Tocsin auprès d'eux. Il est publié. Vous pouvez le retrouver, évidemment, signé par Corentin Périgny et Roxane Despalingues. Vous pouvez le partager, vous pouvez le partager. Voilà, évidemment, si vous voulez défendre la cause des agriculteurs, partagez-le. Alors,